Donc c'était pour lui dire que Marie était encore vivante. Bertrand, elle vit encore. Elle vit encore. Elle vit encore, Bertrand, je le sais. Je t'aime, ma fille chérie, je t'aime à jamais. Peut-être parviendrai-je un jour à ne plus être obsédé par les horribles images de ta fin de vie. J'arriverai alors à penser à toi avec douceur et à te sourire. Je t'aime. Nadine Trintignant, la mère, termine le montage d'une série télévisée avec Michel Morgan et Jeanne Moreau. Jean-Louis, qui tourne un film, en présente un autre qui s'appelle L'homme aux yeux d'argent, de Pierre Granier de Fer. Et Marie joue au théâtre au Café de la Gare. Les hommes ont la liberté de ne pas reconnaître un enfant. Pourquoi n'aurions-nous pas celle de ne pas en faire ? Ce sont les mots d'une mère éplorée, Nadine Trintignant, qui parle de sa fille Marie, décédée en 2003. Prodige du cinéma, elle n'avait que 41 ans et ça faisait pourtant plus de 30 ans qu'elle écumait les plateaux avec talent, fille elle-même de l'acteur Jean-Louis Trintignant. En fait, vous avez toujours voulu suivre Non, son je voulais être exemple. vétérinaire, puis après j'ai voulu être courtisane, et puis... Donc, Courtisane, il n'y a pas j'ai fait un d'école. mélange des deux, c'était ça. Et qu'elle avait entre autres été nommée à plusieurs cérémonies, les Césars. Elle tournait justement à ce moment-là en famille son dernier film, Colette. Le livre, Ma fille Marie, parle d'amour. De l'amour d'une mère pour sa fille, de l'admiration d'une mère pour sa fille, et le mêle à l'innommable, à savoir la perte de ce même enfant qu'on admire et qu'on aime tendrement. Oui, j'ai appris plein de choses à travers ce film, mais ma mère est elle s'est beaucoup battue, elle a fait des films très militants, elle a signé le fameux manifeste, mais elle est très pudique avec tout ça, alors elle en parle un peu, mais elle en parle très pudiquement. Face à ça s'oppose justement la vision de l'amour de l'homme qui l'a tué, à savoir Bertrand Cantat. Icône du rock'n'roll, ce sont pourtant ces coups qui ont tué l'actrice. Des coups si violents qu'ils étaient similaires à la violence qu'elle aurait reçue si elle avait été percutée par une moto à plus de 100 km/h. Moi, ce que je sais, c'est que Marie est morte avec un visage qui était détruit comme après un accident de moto eu à 120 à l'heure. Et ce sont les mots même des médecins. Pourtant, à la une de plusieurs magazines en 2004, l'homme précise pour sa défense « Marie n'est pas morte de haine ». Lors de son procès, il se fond dans l'incompréhension avec le même requiem « J'ai la culpabilité profonde d'avoir tué la personne sans laquelle je suis incapable de vivre, je l'aime ». Pourtant, Bertrand, qui a purgé sa peine de 4 ans et demi de prison, vit toujours, sort des albums. Et dans cette analyse, nous allons revenir sur l'horreur derrière cette histoire qui a partagé la France il y a quasiment plus de 20 ans, mais qui reste encore tristement actuelle, avec aussi la vision, l'amour et le sort réservé à la femme oubliée derrière tout ça, à savoir Christina Radi. C'est le site MyHeritage qui sponsorise cette vidéo parce que nous venons tous de quelque part, nous allons tous vers quelque part et très souvent on se pose la question de savoir où on va, de qui on descend, un peu comme Taïk et Dadju. Hát ennyi történt, és remélem, hogy kijövünk belőle, remélem, hogy még fogjátok hallani a hangomat, ha nem, akkor legalább maradt egy. Le 11 septembre 2001, le monde entier est choqué par les fameux attentats du World Trade Center. À l'époque, ce sont les attentats les plus meurtriers de toute l'histoire. Et en France, ça fait réveiller autre chose, à savoir que dans les divers magazines français, au même moment, il y a un album qui sort. Cet album s'appelle Des visages, des figures, le dernier album de Noir Désir. Et à l'époque, les magazines sont super enthousiastes. Noir Désir, c'est l'un des groupes qui cartonne depuis quasiment 10 ans. Ils sont totalement installés sur la scène rock'n'roll. Et à l'écoute de l'album, il se joue une sorte de mimétisme avec l'actualité. C'est-à-dire que les textes sont décryptés et dans une des chansons qui s'appelle donc Grand Incendie, on peut lire « Ça y est, le grand incendie, il y a le feu partout, emergency, Babylone, Paris s'écroule, New York City, Icorois qui déboule. » Le grand incendie, c'est l'incendie, le grand incendie, c'est là. Plus tard encore dans le texte, on entend « Hommage à l'art pompier, tentant les sirènes, elles sortent la grande échelle. » Ce texte, comme plusieurs autres des textes de cet album, on retrouvera des titres comme Le vent l'emportera.
ou encore Des armes, au secret des jours, sous l'herbe dans le ciel. va être vu par une grande partie de la presse comme étant la démonstration du génie visionnaire de Bertrand Cantat. Bertrand Cantat, c'est le leader de Noir Désir. Il est un rocker brumeux et pour la presse de l'époque, c'est un homme un peu orthodoxe, c'est-à-dire que c'est un homme de gauche engagé, plutôt anti-système. Il est vraiment dans cette image du rocker qui a des valeurs, qui est contre la mondialisation, qui est plutôt écolo et qui fait aussi des tubes musicaux plutôt respectés par la presse. Mieux encore, il incarne cette position lors des victoires de la musique parce qu'il se rend à l'événement avec son groupe, il gagne le prix du meilleur groupe de l'année et face à toute l'audience, face à toute la planète musicale, il va décrier le directeur de sa propre maison de disques, signifiant effectivement le côté où effectivement je travaille pour Universal, je suis avec Universal, mais je garde mes valeurs, je ne suis pas dupe du fait que nous sommes contrôlés par des gens qui ne partagent absolument pas mes idéaux. Et puis c'est mieux que au grand Jean-Marie Messier, commandeur des communicants, et puis des autres aussi, par la grâce de la Sainte Trinité, ramification, absorption, profit. Le message, égratigne sans ménagement le patron de Vivendi Universal, la propre maison de disques des Noirs Désirs. Allez, salut à toi, camarade PDG de la Nouvelle Internationale d'Universal. Nous ne sommes pas dupes de ton manège, et si nous sommes tous embarqués sur la même planète, on n'est décidément pas du même monde. Pour une partie de la presse de gauche, Bertrand Cantat, c'est un camarade. C'est presque l'homme parfait. Il fait du rock, il est jeune, il est beau, et en plus il défend des causes nobles, l'anti-mondialisation, les immigrés. Tout ça s'inscrit dans une légende autour du personnage pendant que Noir Désir continue de remplir des salles de concert partout en France et à vendre énormément de disques. Dans le même temps, Bertrand Cantat, lors d'une de ses fameuses tournées, va tomber sur l'actrice Marie Trintignant avec un profil très similaire au niveau de la célébrité. Ça fait en effet quasiment 30 ans que l'actrice, qui est fille de comédien, petite fille de comédien, écume les plateaux télé avec une belle reconnaissance. Elle s'est illustrée dans des films comme L'affaire de femme, L'instinct de l'ange. Et par rapport à Bertrand Cantat, elle est plutôt dans un milieu bourgeois parisien, un milieu très cinématographique, pendant que lui incarne plutôt cet homme de la province qui défend de véritables valeurs. Toutefois, les deux vont tomber amoureux, ils vont se lancer dans une histoire alors qu'ils sont précisément déjà dans des relations. Marie Trintignant est en couple depuis plusieurs années avec l'acteur et réalisateur Samuel Benchitrit. Et de son côté, Bertrand Cantat est marié depuis plusieurs années avec Christina Radi, une programmatrice et organisatrice d'événements originaire d'Hongrie qu'il a rencontrée, qui est d'ailleurs la mère de ses enfants. Mais la passion entre Marie et Bertrand submerge le tout. Ils sont quasiment inséparables, même si en réalité, ce sont deux mondes éloignés qui se retrouvent au creux de la célébrité. Et c'est pour ça que lorsque Nadine Trintignant, la mère de Marie, décide de faire un film hommage à l'actrice Colette avec sa fille dans le rôle principal et plusieurs autres enfants de la famille qui y participent, Bertrand décide naturellement d'y accompagner Marie. Et c'est justement là-bas, en Lituanie, à Vilnius, que va arriver le drame. Tout part d'une dispute de couple. Ça fait plusieurs semaines qu'ils sont à Vilnius, justement pour le tournage de ce film Colette. Et Bertrand et Marie sont plutôt dans leur petit cocon d'amoureux. Ils sont pas très proches des autres acteurs du tournage. Chaque fois que le tournage s'arrête, ils se retrouvent. Et ce soir-là, précisément, il y a une dispute entre les deux. La dispute viendrait d'une histoire de jalousie, à savoir que Marie Trintignant aurait reçu un SMS de son ex Samuel Benchitrit. Et dans ce SMS, il lui signifie qu'ils vont bientôt travailler ensemble sur le biopic de Janis Joplin. Et il a un mot tendre avec elle, il l'appelle ma Janice. Ce petit SMS va rendre fou de rage Bertrand Cantat parce qu'il va estimer que selon leur pacte sentimental, ils n'avaient plus véritablement le droit l'un comme l'autre d'avoir des rapports avec leurs ex, à savoir que Bertrand avait coupé les ponts avec sa femme Christina, hormis pour parler des enfants, et à son tour, Marie devait faire patte blanche et couper les ponts avec son ex. Il se trouve que ce SMS dans l'esprit de Bertrand est une trahison et ça entraîne une dispute qui commence très tôt dans la soirée et qui va s'effilocher jusqu'à très tard dans la nuit parce qu'encore une fois, à 22h, 23h, ils débattent encore autour de ce fameux SMS. Et c'est donc aussi au cours de ces disputes-là, après 1 an de relation, que les coups vont arriver, à savoir que les voisins de leur chambre d'hôtel vont entendre à plusieurs reprises
du bruit entre les deux. La tenancière de l'hôtel va d'ailleurs monter à un moment pour leur demander de se calmer. Et effectivement, à partir de 1h, il y aura du calme. On ne va plus rien entendre. Bertrand Cantat va même passer d'autres appels. Il va d'ailleurs appeler Samuel Benchetrit pour le menacer et lui dire de couper toute relation avec Marie Trintignant. Il va ensuite appeler le frère de Marie Trintignant qui va suspecter une attitude assez bizarre et qui va le rejoindre à l'hôtel. Et quand le frère de Marie Trintignant va arriver à l'hôtel, il va lui dire « Ouais, je pense que j'ai frappé Marie, elle va pas très bien. Elle sera pas, je pense, disposée à travailler lundi. » Mais les deux hommes, il est 5h du matin, vont rester dans le salon. Ils vont continuer à parler, à échanger sur divers sujets. Bertrand va d'ailleurs continuer à boire de l'alcool. Et ce n'est finalement qu'à 7h du matin que le frère de Marie Trintignant, Vincent, inquiet, va aller dans la chambre voir sa sœur parce que sa sœur, selon Bertrand, dort depuis minuit. Il va se dire, c'est bizarre quand même qu'elle ne se soit pas réveillée. Il va aller regarder et il va être terrifié de voir qu'elle avait du sang qui sortait de sa bouche. Ça faisait plusieurs heures qu'elle était complètement inconsciente. Et c'est donc lui qui va appeler les secours. Nouvelle, Marie Trintignant est morte. L'annonce est officielle depuis la fin de la matinée. La comédienne transportée depuis Vilnius hier soir est donc décédée dans une clinique de Neuilly-sur-Seine d'un œdème cérébral. Le chanteur Bertrand Cantat, son compagnon, a avoué avoir giflé l'actrice samedi soir au cours d'une dispute après une soirée arrosée. Selon lui, elle aurait perdu connaissance en tombant, un accident en quelque sorte, une version que récuse la famille de l'actrice. Apparemment, Cantat ne supportait pas qu'elle ait pu conserver des liens, fût-ce professionnels, susceptibles peut-être de redevenir des liens affectifs à ses yeux à lui, pas aux yeux de Marie Trintignant. Et donc, sa colère s'est nourrie de ça. La famille Trintignant a porté plainte pour meurtre, mais aussi pour non-assistance à personne en danger. L'un des enjeux cruciaux de l'enquête est de comprendre pourquoi, à aucun moment, au fil des heures, Bertrand Cantat n'a pas porté secours à sa compagne. L'onde de choc est incroyable. Déjà au vu de la célébrité des deux personnages, mais surtout lorsque les médias apprennent que Marie Trintignant a été frappée par Bertrand Cantat, ça en casse à l'image même du rocker, c'est-à-dire que cet homme qui est un peu vu comme un chevalier et qui est censé défendre toutes les bonnes causes, se retrouve mis en cause dans une histoire où il a effectivement conduit une femme à l'hôpital. Et c'est là que les premières sorties de l'histoire sont très importantes, parce qu'effectivement, lorsque on appelle la femme de Bertrand Cantat, on appelle plusieurs proches de Bertrand Cantat de Noir Désir, l'annonce venant de Lituanie, Marie étant à l'hôpital et les gens étant incapables de savoir quel était son état véritable, vont plus ou moins se lâcher. C'est-à-dire qu'ils vont oser dire qu'effectivement, notamment Christina, la femme de Bertrand Cantat, et plusieurs de ses compères depuis 20-30 ans, qu'effectivement, Bertrand avait pu être violent à plusieurs reprises avec Christina. Elle va d'ailleurs se confier à la coiffeuse et à Samuel, à l'ex de Marie Trintignant, en disant effectivement que Bertrand pouvait être un homme violent. De son côté, la famille Trintignant en Lituanie est totalement désœuvrée. On remarque au niveau du visage un fort hématome à l'œil gauche, l'arcade supérieure étant fissurée sur une longueur d'1,5 cm, un hématome autour de l'œil gauche, des traces d'hématome sur le pourtour des lèvres, un hématome sous le menton, un hématome sur l'arête de la mandibule droite. On va tenter à plusieurs reprises effectivement des opérations de la dernière chance sur l'état de Marie parce qu'elle est restée inconsciente 6-7 heures, c'est-à-dire qu'elle a quasiment agonisé. Et quand elle arrive à l'hôpital, les médecins estiment qu'il y a une chance sur 100 000 pour qu'elle s'en sorte. Pourtant, la famille va continuer à espérer. Ils vont se relayer dans sa chambre d'hôtel, chanter les chansons qu'elle aimait, faire venir plusieurs spécialistes, plusieurs chirurgiens, afin de tenter à plusieurs reprises les opérations de la dernière chance. Et dans le même temps, alors que ça ne fait que quelques jours, plus l'état de Marie se dégrade, plus de l'autre côté, on voit quand même que les clans se distancient. C'est-à-dire que là où au début, on n'avait pas perçu la totale gravité de l'affaire et que ça restait pour la plupart des gens une affaire de violence conjugale, les langues semblaient se délier. Au moment où on se rend compte que l'état de Marie s'aggrave, on commence à voir deux clans se dessiner, à savoir le clan de Bertrand Cantat, qui va donc être mené par Christina, son ex-femme, qui va venir à sa rescousse, et le clan de la famille Trintignant, qui va essayer effectivement de défendre
l'honneur et la vie brisée de leur fille. Et le personnage de Christina est très important dans tout ça parce qu'elle est censée être la femme bafouée, la femme trompée. C'est la maîtresse, c'est la rivale finalement qui se retrouve tuméfiée par les coups de son mari. Elle est censée être peut-être un peu plus revancharde vis-à-vis de Bertrand. Mais tout va se jouer sur le fait que quand Bertrand l'appelle, il tente tout de suite après de mettre fin à ses jours. Et au moment où il tente de mettre fin à ses jours, elle l'explique dans les magazines, elle ne veut pas que ses enfants deviennent orphelins, donc elle a un réflexe de protection de son homme qui perd la tête et qui aimait, et c'est très particulier justement de l'entendre elle le dire profondément, cette femme, elle reprend à son compte le discours de son mari et elle veut absolument le protéger. Et d'ailleurs dans les premières audiences, les images sont frappantes parce qu'elle veut tellement le protéger que c'est elle qui lui dit mariée vivante, afin que Bertrand, comme il lui avait dit, ne passe pas à l'acte lui aussi. Ce n'est pas venu naturellement, c'est venu à cause d'un coup de fil qu'il m'a donné après la tragédie et à cause du fait que ce coup de fil a été très alarmant pour moi et aussi parce que Bertrand a perdu connaissance pendant le coup de fil et je devais être à cet endroit pour essayer de comprendre, pour essayer d'aider. Toutefois, le 31 juillet 2023, Marie Trintignant est dans un état tellement grave en Lituanie qu'on décide de la rapatrier à Paris pour une opération de la dernière chance. Elle arrive à Paris le 1er août 2003 et elle va finalement succomber à ses blessures. Son père, l'acteur Jean-Louis Trintignant, le jour de son enterrement, dira « Ne pleure pas celle que tu as perdue. Au contraire, réjouis-toi de l'avoir connue. » Le décès de Marie Trintignant est tragique, d'autant plus tragique que l'histoire est totalement folle. La plupart des gens se réveillent avec une actrice qu'ils ont connue depuis 30 ans, un chanteur qu'ils connaissent depuis quasiment 20 ans, qui a fini par assassiner sa compagne. Mais cet épisode va aussi être le théâtre de la cristallisation de deux camps qui vont s'affronter médiatiquement. Parce qu'alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une tendresse plus légitime du côté de la famille de Marie Trintignant, tendresse qui a existé, il va quand même y avoir une opposition féroce parce que Bertrand Cantat va porter avec lui tous ses partisans. Et ces partisans vont justement le défendre sur le fait de se dire « Bertrand Cantat, c'est cet homme que je vous ai présenté au début de la vidéo, à savoir, c'est un poète maudit, il a voulu défendre des valeurs, il a peut-être un peu trop d'énergie. » Ça, c'est des mots que son frère va utiliser. Son frère va dire dans son propre livre « Mon frère déborde d'énergie », mais c'est pas un homme profondément méchant. Quand vous voyez les causes qu'il a voulu défendre autour de sa vie, c'est un anti-mondialiste, c'est quelqu'un qui est profondément altruiste. On ne peut pas le résumer à ça, c'est une erreur de parcours, c'est quelque chose qu'il n'a pas voulu faire. Et au final, si on pousse même un peu le bouchon, il faut se rendre compte, et c'est là que on va voir l'autre aspect vicieux de la chose, que Marie Trintignant n'était pas forcément une bonne personne, en fait. C'était une femme qui a eu 4 enfants de 4 hommes différents. Aujourd'hui, on la présente comme une sainte. C'est elle qui lui a asséné les premiers coups. Il n'a fait que se défendre. C'était une femme qui était certainement addicte de petites vertus. Ils vont avoir tout un logiciel pour pouvoir responsabiliser à leurs yeux Marie de sa propre mort, parce que Bertrand était finalement trop innocent, trop parfait pour pouvoir être responsable d'un tel acte. Vous parlez de liaison amoureuse orageuse, enfin une vie normale, moi. Voilà, pas la sainte que la presse a voulu décrire. Bah oui, non, puis je ne sais absolument pas lui rendre hommage, en plus, je crois, de la part de sa mère, de vouloir en faire une petite fille modèle, ce qu'elle n'a jamais été. De l'autre côté, on va aussi voir du côté des fans de Noir Désir un vrai mouvement de solidarité autour de l'artiste, parce que les ventes de leurs albums vont exploser, il va y avoir des sites internet à la mémoire, à la gloire de Bertrand Cantat, au soutien de Bertrand Cantat, parce qu'il était finalement cet homme qui avait certes commis un acte irréparable, mais ça ne le définissait pas, il y avait des circonstances, et justement l'un des points forts du procès de Bertrand Cantat va être, encore une fois, Christina, sa femme. Parce que là où la famille de Marie Trintignant va ressortir plusieurs documents, plusieurs conversations, où au début, on révélait que Bertrand avait toujours été un homme violent, Christina, non seulement dans les médias, va affirmer qu'il ne l'était pas, mais lors du procès en Lituanie, va venir et dire au monde entier que ça a toujours été un mari parfait, altruiste, et que finalement, c'est l'excès d'amour
Selon ses propres mots, c'est la passion furieuse qu'il ressentait pour Marie qui l'a poussé à cet acte irréparable, mais qui ne le définissait pas. Christina Radi a été la meilleure avocate de Bertrand Cantat. C'est-à-dire, selon vous, il aurait pris plus si elle n'avait pas été là? On ne peut jamais savoir, mais elle a eu un effet extrêmement positif. Et même Maître Kiejman a été troublé par son témoignage. Et à la fin, il eut pour seule réponse de dire à Bertrand Cantat « Quelle chance vous avez d'avoir une femme pareille ». Ce témoignage va aider, en plus de sa célébrité, à la requalification du crime de Bertrand Cantat en meurtre commis en cas d'intention indirecte indéterminée par la justice lucianienne. Il va être condamné à 8 ans et demi de prison. Il va avoir la possibilité de rentrer en France, purger sa peine, et il va finalement sortir après avoir purgé seulement la moitié de sa peine, après 4 ans et 2 mois de prison. Une sentence qui va être vécue de façon particulièrement cruelle par la famille Trintignant, qui estimait déjà que leur fille avait été salie par le débat dans le clan Cantat, mais qui va permettre à Bertrand Cantat, à sa sortie de prison, de retrouver sa femme, qu'il avait soutenue tout au long de l'affaire, qui avait été là à chacune des visites, à chacune de ses sorties autorisées, et qui avait d'ailleurs surpris plusieurs des prisonniers. C'est-à-dire que souvent, selon les témoignages de ces co-détenus après l'affaire, qu'on peut retrouver dans l'excellent livre d'Anne-Sophie Jeanne qui a interrogé plusieurs des co-détenus de Bertrand Cantat, ils avaient déjà remarqué que parfois quand Christina venait rendre visite à son mari, il pouvait être assez dur ou alors très très ferme avec elle, même au parloir. Et pourtant, elle revenait à chaque fois, elle le soutenait à chaque fois, et elle l'a accueilli à bras ouverts à son retour à la maison en 2008. Lorsque Bertrand sort donc de prison, Christina va dans quelque sorte avoir ce qu'elle voulait. C'est-à-dire que Bertrand est de retour à la maison. Certes, son mari a eu une relation 1 an extra-conjugale, mais ils peuvent de nouveau avoir une vie de famille. Et surtout, au moment où le crime se passe en Lituanie, il émet cette idée de perdre la vie, d'abandonner ce monde très clairement parce qu'il l'a trop mal par rapport au coup qu'il a porté à Marie Trintignant. Le fil a été très alarmant pour moi et aussi parce que Bertrand a perdu connaissance pendant le coup de fil et je devais être à cet endroit pour essayer de comprendre, pour essayer d'aider. Son état doit changer sûrement chaque seconde, mais au moment où je l'ai vu, c'était un homme abattu qui n'avait plus envie de vivre parce qu'il a perdu la femme qu'il aimait le plus au monde depuis 6 mois. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde essaie de le soutenir, de le sauver. Et c'est pour ça que Christina se débat comme une lionne, effectivement, pour le sauver et le soutenir. Elle précise d'ailleurs dans plusieurs interviews qu'elle n'a pas envie que ses enfants soient orphelins. Et c'est quelque chose qui la parcourt. Et finalement, quand on voit l'histoire, on se dit que quand il rentre à la maison en 2008, elle se dit finalement... C'est une famille retrouvée, c'est une nouvelle cohésion. En plus, Bertrand Cantat commence à travailler sur de nouvelles chansons, sur la relance du groupe Noir Désir, avant justement qu'une autre réalité ne la rattrape. Un soir, les parents de Christina, en Lituanie, qui n'arrivent pas à la voir depuis plusieurs jours, reçoivent un message téléphonique audio d'elle, qui a d'ailleurs fini par leaker et que vous pouvez tous écouter sur YouTube. Kívül az utcán úgy összeköt, mint egy ikon, mint egy példakép, mint egy jó legyen. Utána bejön, és fontos dolgokat művel a családja előtt velem. Dans ce message, Christina décrit à sa façon son quotidien avec Bertrand Cantat. Hélas, je n'ai pas grand-chose de bon à vous offrir, et pourtant il m'aurait semblé que quelque chose de bon m'était arrivé, mais en l'espace de quelques secondes, Bertrand, qui l'a empêché, l'a transformé en cauchemar qu'il appelle amour. Et j'en suis maintenant au point où, alors que j'ai du travail pour tout ce mois-ci, ce qu'il ne supporte pas, qu'hier j'y ai failli laisser une dent, tellement cette chose que je ne sais pas comment nommer ne va pas du tout. Il m'a balancé mon téléphone, mes lunettes, m'a jeté quelque chose de façon que mon coude est complètement tuméfié et malheureusement un cartilage s'est même cassé.
mais ça n'a pas d'importance tant que je pourrais encore parler. J'ai essayé de vivre de telle manière que je ne sois pas obligé de fuir, car soit il serait déjà trop tard pour fuir, faute d'être encore en état pour le faire, soit je renie toutes mes forces maintenant et je m'enfuis. Le message est terrifiant et va d'ailleurs inquiéter les parents qui vont essayer d'avoir leur fille, qui vont avoir au téléphone et qui va essayer tant qu'elle peut de les rassurer et donc de ce qu'on peut supposer au vu de son message, subir cette vie qu'elle semblait effectivement subir. Et elle précise dans le message « Et j'espère qu'on va pouvoir s'en sortir et que vous pourrez encore entendre ma voix. Et sinon, vous aurez au moins une preuve que... Mais des preuves, il y en a. Les gens dans la rue et nos amis, car ils ont vu hier quand Bertrand a tout cassé. Et j'ai eu peur que, pour une fois, cela ne se passe pas chez nous, mais chez nos amis. Et donc, si une telle chose devait arriver, il pourrait témoigner, même si un témoignage n'aurait aucun sens. Car tel que je connais Bertrand, il sauterait la vie. Et alors, les enfants resteraient là, orphelins. J'aimerais tant pouvoir l'éviter. Akartam nektek mondani, természetesen gondolhatátok, hogy valami még kellemetlenebb sorozat történhet, mint ami történt 2003-ban, mert az nem velem történt, ez viszont velem történik, és már többször megosztam meg. Ce message de détresse va être leaké dans la presse française par les parents de Christina Radi en 2012. Ça faisait à ce moment-là 2 ans que la jeune dame était morte. Elle s'est pendue dans son salon pendant que Bertrand Cantat était allongé sur le canapé et selon le rapport, totalement ivre. De telle sorte que c'est leur fils de 12 ans qui a dû aider son père à retirer le corps de sa mère sur cette fameuse corde. Dans son message, Christina Radi est persuadée d'une chose. Elle est persuadée qu'il y a des preuves. Elle le dit clairement, elle dit il y aura des choses qui pourront prouver que ce que je vis, comme elle le dit d'ailleurs, ce n'est pas de l'amour, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Il se trouve qu'au moment où elle décède, il y a finalement très peu de témoignages allant dans ce sens. L'enquête est apparemment très vite bouclée et confirme le suicide. Et c'est donc 2 ans après que les parents font leaker cet enregistrement, qui sera d'ailleurs contesté par l'équipe de Bertrand Cantat qui va parler de propos diffamatoires. Dans la lettre qu'elle laissera aussi, elle parle aussi des violences subies de la main de Bertrand Cantat, mais ça n'a pas véritablement d'écho autour de l'image du chanteur, parce que finalement ça devient une nouvelle, et ça c'est super important, étape de sa vie. C'est-à-dire que ça s'inscrit presque dans la mythologie autour du personnage et de ce rocker maudit. Après le drame qu'il a vécu avec Marie Trintignant, cette fois-ci c'est sa femme qui se suicide. Finalement il y a une sorte de limite. Pauvre Bertrand Cantat, il est super talentueux et dans la vie il ne lui arrive que des drames. Comme s'il était toujours pas responsable. Et je précise ici que je ne suis pas en train de dire qu'il était responsable du suicide de Christina Radi. Ce n'est pas le cas selon l'enquête policière. Mais dans la manière dont il est vu, ça en rajoute aux côtés de cet homme qu'on a voulu défendre, que Christina elle-même voulait défendre et protéger finalement de l'ambiance médiatique autour de lui. La seule rupture que le décès de Christina entérine véritablement, c'est la rupture avec Noir Désir. Les autres membres estiment que ce n'est plus possible de continuer l'aventure avec lui, justement, pour certains d'entre eux, parce qu'il n'y a pas de responsabilisation autour de ce qui s'est passé. Marie Trintignant, c'était parce que c'était dans la passion amoureuse, limite on s'est frappé, c'est le meilleur qui a gagné, moi aussi j'aurais pu mourir, c'est limite ça. Christina a dit elle était dépressive, ce n'est pas de ma faute, il faut que je continue ma carrière, ce qu'il va d'ailleurs faire avec le groupe Détroit qui va cartonner en 2013 et qui va écumer la France avec une nouvelle tournée. Ensuite en 2017 il va sortir un autre album, cette fois-ci avec son nom, Bertrand Cantat, le grand comeback. Simplement, nous n'avons rien contre vous. Vous avez quelque chose contre moi. Je suis en train de m'exprimer avec pour la plupart des amis, donc évidemment, ça sert à rien. Mais s'il y en a qui sont là pour autre chose, qui sont en train de jubiler dans leur lamentablerie, ces gens-là, qu'ils sachent une chose, c'est que il n'y a aucune limite à quel point je vous emmerde.
qui va être un peu moins apprécié parce que depuis, on avait eu l'ère MeToo et que le fait de le voir en couverture de plusieurs grands magazines comme les Rock vont pousser beaucoup d'organisations féministes à manifester contre lui et l'image qu'il prône. Et on a d'ailleurs plusieurs de ces scènes célèbres comme au Zénith où il insulte les médias. On a vu qu'à plusieurs reprises, certaines salles lui étaient interdites, mais il a continué à faire carrière, à sortir des albums et à avoir justement, et ça c'est une partie très importante, le même ton. Cette manière de traiter les médias de charognards, de garder ce côté donneur de leçons antimondialistes et de finalement donner l'impression de se sentir victime d'une persécution totalement injuste. Détroit, c'est le nom du nouveau groupe de Bertrand Cantat. Il s'apprête à interpréter Null and Void, une chanson de son dernier album, et comme le veut la tradition, avant une chanson jouée en live, l'artiste délivre une observation, une anecdote ou un message. Je vous propose d'écouter celui de Bertrand Cantat dimanche dernier. Je voudrais ici saluer le combat des intermittents du spectacle. Les différentes affaires Bertrand Cantat, parce qu'en fait, on n'en retient qu'une, mais en fait, il y a plusieurs affaires du coup. Bertrand Cantat m'ont toujours posé souci. Ça fait appel à plein de choses, ça peut faire aussi appel à nos propres contradictions en tant qu'être humain. On peut se dire par exemple qu'effectivement, quelqu'un qui commet un crime paye sa dette à la société et il ressort, il peut continuer son métier. Et dans l'idée, on pourrait se dire qu'effectivement, dans le cas de Bertrand Cantat, ayant commis un crime, ayant payé sa dette à la société, quoi qu'on puisse dire que 4 ans et demi c'est assez, pas assez, mais c'est la sentence qui a été donnée, il peut reprendre son métier. Et si son métier, c'est le fait de chanter, comment peut-on l'empêcher de chanter si c'est ça son métier et qu'il y a un public pour? Parce qu'il faut jamais oublier ça. Il a un public pour ça. Bertrand Cantat sort un nouveau single avec son groupe aujourd'hui, soit 20 ans après la mort de Marie Trintignant. Cette annonce a créé une nouvelle vague d'indignation. Faut-il interdire ses prochains concerts? Et même moi donc qui suis, si vous suivez cette chaîne, assez anti-cancel culture, ça m'a toujours posé question, ça m'a mis face à mes propres contradictions. Parce que dans le cas de Bertrand Cantat, il y a quelque chose de super frappant. C'est que le personnage est en vérité le même personnage depuis le départ, à savoir le rocker poète maudit. C'est cet homme va-t-en-guerre, donneur de leçons, qui de gauche, pro toutes les petites causes, et qu'on retrouve d'ailleurs dans ses dernières chansons. C'est-à-dire qu'il y a des textes récents qui parlent du Brexit, des écolos, de la faim dans le monde. De l'Europe, ils ont pris la fuite, ça limite encore l'horizon. Et dans le même temps, la seconde couche de ce personnage, c'est que le rocker maudit est quelqu'un qu'on doit plaindre aussi. C'est-à-dire que la société est pas très avenante avec lui. Il a souvent des drames et ces drames ne sont pas totalement de son fait. Et c'est vraiment sur ces deux axiomes-là que tiennent très bien beaucoup de rockers. Et notamment le personnage de Bertrand Cantat. Vous écoutez les chansons, c'est souvent ces chansons d'amour trahi, de détresse. D'ailleurs, Détroit, il explique que le nom Détroit vient du fait de se dire en détresse, d'être cet être humain un peu perdu. Et ce paradoxe-là de l'être humain qu'on doit protéger, que la société ne traite pas bien et qui, lui, veut se défendre pour vous, dans lequel il se conçoit, ne peut pas faire oublier la réalité du fait que, oui, il a battu une femme à mort, et deuxièmement, une femme avec laquelle il était en relation depuis plusieurs années s'est suicidée en l'accusant nommément de plusieurs violences pendant qu'il dormait dans son salon. Et d'ailleurs, les deux scènes sont assez frappantes parce que on a la scène de la jalousie entre Marie Trintignant et Bertrand Cantat en Lituanie face à Samuel. Et dans la relation avec Christina, on sait qu'à ce moment-là, ils étaient dans une relation qui semblait ouverte et que quand elle dit dans un des messages qu'il semblait lui arriver quelque chose de bien, mais que Bertrand a tout cassé, c'est parce qu'elle avait apparemment rencontré quelqu'un et qu'à ce moment-là, les violences, selon ses propres mots, pas les miens, se seraient donc accentuées ou alors auraient continué de plus belle. Et ce n'est absolument pas banal dans la vie de qui que ce soit de se retrouver avec deux affaires du genre. Sauf que, et c'est là où il y a un jeu pervers avec tout ça, si vous reprenez la mythologie qu'on vient de retracer autour de Bertrand Cantat, il semble le concevoir lui-même comme des espèces d'épreuves dans son parcours de poète maudit. C'est d'ailleurs pour ça que dans son dernier album, il rend hommage à la princesse Diana, je t'aime dans le désordre, au revers de la horde, devant à l'unisson d'amour, combien de divisions. Elle s'endort recroquevillée dans un lit de fakir, les poings serrés comme s'il gardait des saphirs. Diana, mon trésor, beauté de tes bras,
Regarde comme il te soulève bien au-delà, ou encore sur l'album précédent qui s'appelait Amor Fati, et où on le voit dans un fond noir ténébreux, et quand vous l'entendez, vous entendez d'abord Amor. Amor Fati, Amor. Amor Fati, Amor, ce qui est. Dans le cas d'un jeune rocker un peu fougueux, tout ça peut paraître banal. Dans le cas de Bertrand Cantat, c'est comme si finalement lui n'avait aucune part de responsabilité dans le drame de ces deux femmes et qu'elle s'inscrivait finalement dans ce truc de « je suis le persécuté, je suis l'anti-système » qui fonctionne très bien chez sa base fan parce que là tout de suite, il va sortir un nouvel album sous le nom de son groupe Détroit qu'il avait annulé. Et c'est très intéressant parce qu'au début, quand il crée le groupe Détroit en 2013, c'est pour se réintroduire dans l'industrie et dès qu'il le fait, et que ça marche très bien, il se réappelle Bertrand Cantat. Maintenant que ça marche beaucoup moins bien, il va repasser par Détroit pour se réimposer. Toujours est-il que ses fans le suivent et veulent toujours protéger, soutenir ce rocker un peu maudit et ont déboursé plus de 200 000 € dans une campagne de fonds en moins d'une semaine afin de financer ce nouvel album. Et cet élan de solidarité que ses fans ont vers le poète maudit, qu'il faut absolument soutenir parce que les maisons de disques ne veulent pas de lui, mais qu'il a quand même du talent, on ne veut pas le voir s'effondrer, doit vous rappeler quelqu'un, Christina Radi. En vérité, avec beaucoup de respect pour ses proches et sa famille, elle est la clé de cette affaire, peut-être même sans le vouloir. Quand il l'appelle au moment où il tue Marie Trintignant, il lui dit tout de suite, et il le fait d'ailleurs, il fait une tentative de sauter la vie. Et elle a tellement peur de cette tentative qu'elle vole à son secours contre vents et marées pour le défendre à la face du monde. D'ailleurs, elle répète à plusieurs reprises qu'elle ne veut pas que ses enfants deviennent orphelins. Dans le message qu'on a entendu tout à l'heure, elle dit « Je suis persuadée que même si je pars, Bertrand finira par sauter la vie. Je le connais bien. » Mais au final, ce n'est pas ce qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'elle essaie de défendre, de soutenir ce personnage du poète maudit, brisé, au firmament de la vie, fragile. Elle essaie à tout prix de le défendre au final contre ses propres intérêts. Et qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui finit par sauter la vie. Et mieux encore, personne ou presque ne se rappelle de la détresse de Christina Radi. Il y a très peu de médias qui ont relayé au final son message qui est sur YouTube et qui n'a pas énormément de vues, ce message totalement affolant. Il y a très peu d'enquêtes au final médiatiques, pas policières, sur qui était cette femme, pourquoi est-ce qu'elle a dit des propos qui étaient finalement contradictoires. Non. Elle s'est juste inscrite dans la mythologie pour le grand public du fait de se dire « Ah, il a tué Marie Trintignant sans le vouloir et après, sa femme s'est suicidée. » L'histoire de Christina Radi, au lieu d'exister en tant que Christina Radi, s'est ajoutée à la grande mythologie de Cantat, seule contre tous, qui est d'ailleurs justement la raison pour laquelle elle avait déjà essayé elle-même de le sauver. Vous voulez qu'il puisse se reconstruire, il faut le laisser tranquille, il faut aussi nous laisser tranquille. Nous sommes dans une société libre, où chacun peut avoir ses opinions et c'est une très bonne chose. Du coup, on ne peut pas empêcher à Bertrand Cantat de vouloir faire de la musique ou alors de sortir des albums tant qu'il n'a pas été arrêté ou tant qu'il n'a pas commis un crime qui justifierait le fait de l'empêcher de faire ces choses-là. En revanche, son positionnement, selon moi, a cette perversité de faire croire que l'histoire de ces femmes est un rajout dans son parcours de poète sulfureux et maudit. Non, et ce n'est absolument pas le cas. Elles ne sont pas un parcours de cet homme, ce sont des femmes qui ont existé, qui ont des histoires qui existent, qui méritent d'être racontées et qui ont justement eu, elles, le malheur de croiser son chemin à un moment ou à un autre. Marie Trintignant, parce qu'il l'a battue sur ses coups avec une barque tellement forte, encore une fois, et il faut le rappeler, que la puissance était similaire à une moto de 180 km/h. Et ça n'a rien à voir avec le rock romantique, en fait. Ça a à voir avec l'homme qu'il est. De la même façon que quand on lit, quand on entend les messages d'effroi de Christina Radi, qu'il n'a pas tué, mais quand on voit la détresse qu'elle raconte, ça n'a pas à voir avec quoi que ce soit de musical, ou de sympathique, ou de romantique, ou de l'enfant persécuté, non. Ça a à voir avec l'homme que ces femmes ont croisé sur leur chemin et qu'elles ont tour à tour pensé qu'elles pouvaient sauver pour qu'elles finissent par elles-mêmes s'y perdre. Et c'est le cas de beaucoup d'autres hommes et femmes, mais là nous parlons spécifiquement de femmes qui parfois, trop souvent d'ailleurs, mettent leur propre vie en danger dans l'espoir de se dire que l'homme en face d'elles changera, ou alors dans l'espoir comme Christina de se dire que je n'ai pas envie que mes enfants soient orphelins. Parce qu'au final,
dans ce genre de cas, quand beaucoup de femmes, comme tous les jours, se retrouvent face à ce genre d'hommes, ça ne change pas grand-chose. Les enfants le sauront, en fait. Donc n'hésitez pas, si vous m'écoutez, dès les premiers coups, à vous protéger, à vous enfuir et à ne pas penser que le sacrifice de votre propre personne pourra sauver quelqu'un d'autre de la personne qu'il est. C'est triste à dire et ce n'est absolument pas du victim blaming. Au contraire, c'est pour montrer à quel point elle a vraiment cru et s'est finalement retrouvée à l'opposé de ce qu'elle voulait défendre. Mais si Christina Radier, comme il semble l'être établi, avait finalement dit au moment où Bertrand Cantat a frappé et tué Marie Trintignant qu'il avait été violent à plusieurs reprises, comme ça avait déjà été le cas avant ce crime, non seulement elle aurait peut-être pu s'épargner la vie horrible qu'elle nous décrit dans ses audios, mais elle aurait peut-être pu voir justement ses enfants grandir un peu plus longtemps et leur épargner la scène d'horreur de voir un petit garçon de 12 ans descendre sa mère pendue aux côtés de son père ivre. On a commencé cette vidéo avec la notion de l'amour. L'amour d'une mère pour sa fille, Nadine Trintignant, et son magnifique livre que je vous conseille d'ailleurs de lire sur l'amour et la colère qu'elle ressentait après ce qui arrivait à sa fille. Paradoxalement, le fait d'avoir lu ce livre m'a fait penser que Christina Radier devrait certainement avoir le même amour, la même passion pour ses enfants, mais que la violence de ce qu'elle a subi au jour le jour ne lui a pas permis de pouvoir rester auprès d'eux aussi longtemps qu'elle le voudrait, parce que j'ai été très perturbé par le fait que, effectivement, dès le départ, elle insistait sur le fait qu'elle ne voulait pas que ses enfants soient orphelins et qu'au final, ils le sont. À l'instar des enfants de Marie Trintignant, et je veux que vous gardiez leur nom, que vous alliez voir les films de Marie Trintignant, que vous reteniez les mots et la force de Christina Radier, parce qu'elle a été forte à sa manière, parce qu'elles ne sont pas que le parcours ou les erreurs d'un rocker talentueux ou fougueux. Ce sont des vies, ce sont des femmes, ce sont des histoires qui méritent de rester, de perdurer. Elles ne sont pas le parcours de vie boiteux de quelqu'un, non. Elles ont existé, elles ont aimé, parfois passionnément, elles se sont trompées. Mais surtout, elles, comme beaucoup de femmes dans ce monde, ne méritaient absolument pas ça. Dès le premier coup, partez, que ce soit pour les enfants ou quoi que ce soit d'autre, partez. On préfère parfois se sacrifier au nom de la famille, mais ça ne vaut pas le prix d'une vie. Je pense que tous les enfants, aussi grands et aussi vieux qu'ils soient, préfèrent toujours leur maman vivante. Merci de m'avoir écouté, c'était Stevie de Music Feelings, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bertrand, elle vit encore. Elle vit encore.